Pam 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 pam. Puisque Mission Impossible 8 arrive en salle, c'est le moment pour moi de revenir sur la première partie de ce double film finalisant la saga. Elle a sauvé la carrière de Tom Cruise de nombreuses fois, avec le premier en 96, avec le quatrième en 2011, et lui a même permis de travailler avec son meilleur ami Christopher McQuarrie. Là aussi c'est une jolie histoire car Tom Cruise lui a permis de ne pas finir SDF, alors que c'est quand même le scénariste oscarisé de The Suspect. Bref, notre film commence par des Russes dans un sous-marin. Ya, nous être méchants Russes, notre invention nous échappe et y a qu'un Américain qui pourra sauver l'humanité. Ça t'as dû le comprendre, hein, les 15 premières minutes sont bien clichés et un peu bizarres. Genre, juste après Amsterdam, enfin plutôt le studio que Tom Cruise a dû construire pour 30 millions de dollars à cause d'El Covidus, ça aussi c'est une autre histoire, et ben va savoir pourquoi il nous sort un monologue un peu bizarre. Nous vivons et nous mourrons dans l'ombre. Pour ceux qui nous sont chers. Et ceux que nous ne connaîtrons jamais. Moi aussi j'aime le théâtre. On sent qu'il se donne à fond, mais ça fait faux, c'est ridicule. Et là c'est un problème de scénar. Puis présentation de la clé que je trouve franchement ridicule dans le fond comme dans la forme. Parce que si c'était une clé USB qu'on doit utiliser pour déverrouiller l'entité, bah... ok, je dirais rien, mais là vous l'avez sous les yeux, vous avez un scan 3D complet. Y a quoi qui vous empêche de créer une clé ? Une clé, son importance, ça vient de sa forme, tu vois, qui vient déverrouiller la serrure. Et vous l'avez là, moi pas comprendre. Le réal dans ses scénars adore tromper le spectateur, alors pourquoi ne pas avoir utilisé cette clé pour le faire ? Genre Tom en vole une, tu vois, il en fait une copie chez le cordonnier du coin, et puis basta. Sans parler du fait que personne ne va dépenser des millions pour une clé sans savoir ce qu'elle déverrouille. Alors oui, tu vois, c'est un peu une ambiance, il est dit que c'est la clé qui permettrait d'avoir le pouvoir sur le monde entier, là, d'accord, mais la clé jamais où, frère ? Est-ce que tu vas vraiment mettre 20 millions de dollars sur des on-dit ? Tout comme cette scène qui me fait toujours marrer, hein. Il y aura un long texte d'explication pour bien appuyer le côté dangereux de l'entité, oh là là, et chacun va dire une phrase et on passera au suivant et ainsi de suite. Ils ont eu un brief de 2 heures avant pour savoir qui dira quelle phrase à quel moment. Enfin, je sais pas, c'est absurde. Et qui a recueilli nos secrets les plus intimes pendant des années. Ah, lui utilise pas NordVPN. Parce qu'avec NordVPN, t'as accès à un gestionnaire de mots de passe qui... non, je rigole, personne veut faire de sponsor avec moi. Revenons à cette scène, car au-delà de l'absurde, je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer et de rajouter du détail sur sa dangerosité. On aurait pu laisser du mystère, justement. Cette conversation, on dirait que chacun veut faire une surenchère, mais ça fait trop gros. Ça je pige pas dans ce film, ce côté hyper ridicule au début, parce que au final ça concerne que les 15 premières minutes du film. Par contre, c'est le grand retour de Kittredge. C'est vraiment cool que son retour utilise le même type de cadrage que lors de leur première discussion dans le 1. En plus, tu verras, il y a plein de clins d'œil au premier film. Niveau sous-lecture, c'est évidemment un bon tacle concernant l'utilisation de l'IA dans l'art de manière générale, avec Tom Cruise qui essaye par tous les moyens d'y faire face et de montrer que humain is better. But, avec ce début, humain is ridiculous. Et encore là, je trouve ça intéressant niveau sous-lecture parce que c'était sorti il y a 2-3 ans, donc il y avait déjà ChatGPT et tout. Je trouve que c'est encore plus présent aujourd'hui, cette volonté des entreprises de nous faire absolument accepter l'IA dans le téléphone, dans tous les process, ce qui commence vraiment à devenir un peu relou, je trouve. Et ça montre bien que les gens qui sont contre, donc dans le film, les gentils, et ceux qui sont un peu pour, donc les méchants, et ben au final ils se font tous manipuler et ils sont tous victimes de ça. Donc je trouve ça quand même intéressant. Maintenant que les trop longues explications sont passées, place au vrai film. Nous arrivons à l'aéroport de Dubaï, une de mes scènes préférées que j'adore. Christopher McQuarrie utilise habilement les persos de Luther et de Benji qui ont toujours tendance à faire doublon puisqu'ils sont tous les deux des geeks dans le fauteuil. On y découvre la nouvelle venue de cet opus, Grace, qui apporte un peu d'humanité à l'équipe et fera en sorte de toujours échapper à Hunt. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime bien, car c'est enfin un perso qui réussit à le prendre de court. La pression monte lentement et crescendo avec un échec pour finir et une bonne présentation de ce nouveau personnage vraiment cool. Direct on enchaîne sur une autre partie du film, là aussi super cool, Rome. D'ailleurs dans Fast and Furious 10, sorti la même année, il y a aussi une course-poursuite utilisant les mêmes décors dans Rome. C'est marrant quand on compare les deux manières de travailler. Et c'est le moment pour moi de vous parler de la musique qui est très présente. J'ai l'impression que c'est plus le cas dans cet opus. Ça donne quelque chose de grandiose. Franchement, j'aime énormément les films qui sont pas trop silencieux et qui envoient du lourd comme ça niveau orchestral.
Tout le film il est émaillé de cette musique hyper orchestrale, hyper prenante, et ça c'est un truc aussi du réel. J'en reparlerai un peu plus tard concernant l'utilisation de la musique par Christopher McQuarrie parce qu'il l'utilise dans tous ses films. Ils utilisent aussi des BM, normal, BMW a toujours été le sponsor des Missions Impossibles. Si Grace a été adorée par le public, perso celle que j'ai retenue c'est la blonde, jouée par Pom Klementieff. Je l'adore, hein, elle m'éclate, regarde là, ça l'amuse de défoncer tous les scouts. C'est tellement moi au féminin. Ça c'est vraiment le perso que j'ai adoré de ce 7ème film. Alors qu'elle est pas très présente, mais franchement, ah là là, je l'adore, j'ai hâte de la voir dans le 8. Cette course-poursuite reste excellente, on reste sur les mêmes bases que ce qui avait été fait à Paris, avec beaucoup de caméras embarquées, posées sur le capot, mixées avec des plans bien larges de la rue. C'est là où tu vois la différence avec Fast and Furious, où il y a eu beaucoup en fait de rajouts visuels à chaque fois, et où le décor passe vite, donc tu le captes pas vraiment. J'aime aussi tout le montage qui est bien rythmé, ça explose pas dans tous les sens, on est vraiment face à un film de cinéma, à hauteur du cinéma. Tout en rajoutant des petits gags de temps en temps, marque de fabrique de Tom Cruise, ainsi cette partie à Rome se finit par un échec. C'est la singularité de ce 7ème, hein. Ils échouent tout le temps, et finalement échouent aussi au box-office. Moi je trouve ça marrant, après normal j'ai rien payé. Puis Venise. Que c'est beau cette partie, ce plan des gondoles de nuit, oh là là, que j'adore cette ambiance bleutée avec cette musique. D'ailleurs la musique, ouais, je pourrais en parler longtemps car Christopher McQuarrie est un des rares réalisateurs qui utilise la musique comme élément diégétique. Cette 3ème partie sera rythmée essentiellement par la musique de la soirée. Alors, je peux pas la mettre, hein, voilà, tu t'en doutes, mais elle sera constante avec une montée en puissance. Elle est la représentation de l'entité, de sa présence autour d'eux, à la fois visuellement et musicalement. J'adore tout cet environnement avec la blonde et ses yeux si irréels, l'autre blonde et son maquillage si cool. Tout le monde est classe et tout ce bleu qui les entoure et qui ondule car l'entité se nourrit des querelles des humains. On remarque les néons blancs qui les entourent car ils sont tous emprisonnés, maintenant piégés par l'entité qui les a tous réunis ici. Même les méchants sont piégés, ils ne sont que des pions. Ce bleu des profondeurs qui rappelle l'endroit où se trouve le sous-marin, plus la musique, tout est vraiment fait pour insinuer la présence de l'entité tout autour d'eux. Puis ils s'éparpillent tous, même ici le mouvement des lumières, oh là 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 là, oh je bande. Que j'aime les belles images, là je vous montre les plus beaux plans pour moi. Que j'adore ce genre de film où il y a l'envie de faire de belles images avec des caméras placées à des endroits inhabituels, mais surtout des images sans retouche. J'aime quand on filme le réel et qu'on se casse vraiment le cul pour apporter une belle image, sans retouche. Et ce plan pour moi est le plus beau du film, hein, que j'aurais fait durer plus longtemps au montage, ça c'est dommage. Moi je t'aurais fait un plan grue qui avance dans le couloir tout en tournant avec Tom Cruise qui court là et toutes les bougies autour, oh là, ça aurait été tellement magnifique. Quel acte manqué. À nos actes manqués. Malgré les rajouts faits en studio, non prévus, comme ce combat dans la ruelle, la baston dans le désert, la remise du paquet à Amsterdam, eh bien je trouve que tout passe bien et qu'on ressent pas du tout le bordel que ça a été au tournage. Et tu dois sûrement te souvenir de ça. You're back there in Hollywood making movies right now because of us! Because they believe in us and what we're doing! I'm on the phone with every studio at night! Insurance companies! And they're looking at us and using us to make their movies! We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again! Ever! We are not shutting this movie down! Beaucoup ont critiqué le pétage de câble de Tom, mais quand on connaît l'histoire, perso je comprends. Grosso modo, en plein milieu du tournage, notamment juste avant Venise, eh bien, le tournage est arrêté totalement à cause du premier confinement. La Paramount décide d'annuler purement et simplement le film, mais Tom est producteur et insiste pour continuer. Pendant plusieurs mois, ce sera le seul film hollywoodien qui continue de tourner, et c'est un vrai bordel car il tourne 2 semaines, puis s'arrête 3 semaines, puis ils reprennent, puis s'arrête de nouveau 3 semaines, enfin bon, ça coûte un max car pendant ce temps, tu dois continuer de payer tout le monde. Les 3 semaines d'arrêt, à chaque fois, tu dois continuer de payer tout le monde, tu vois. C'est pas comme en France où t'as l'État qui est là pour balancer du fric. Non, là, c'est la Paramount qui paye et c'est Tom Cruise qui paye. Tom Cruise finit par débourser 30 millions de dollars de sa poche pour construire un studio loin de tout en Angleterre pour finir ce fichu film. Et lorsqu'enfin ils se mettent à tourner, eh bien, ils doivent de nouveau s'arrêter 3 semaines car il y a quelques clampins qui sont allés faire la fête à Londres et lorsqu'ils reviennent, eh ben, ils sont positifs. Et le tournage doit de nouveau s'arrêter. 3 semaines. Et les clampins en question, c'est ceux sur qui ils gueulent dans la vidéo, donc je comprends le pétage de câble. Et franchement, je leur tire mon chapeau, car les films où ça a été le bordel au tournage, eh ben ça se sent. Et ici, je trouve que franchement,
pas du tout. Ainsi, le piège de l'entité atteint son paroxysme dans la ruelle où Ethan se retrouve sans armes et sans aucun moyen de courir. Mais il s'en sort, pas comme Ilsa. Et perso, ça me va. J'ai jamais accroché à ce perso, j'ai toujours trouvé qu'elle était chiante, qu'on pouvait pas compter sur elle et manquait de vie aussi. Ce qui est vraiment le cas maintenant. Après, je trouve ça dommage car il s'était enfin trouvé une meuf comme lui, donc il y avait une certaine finalité dans Fallout. Et là, sa mort, ça casse tout ça. Moi, je trouve ça vraiment dommage. La partie Venise se finit ainsi par un nouvel échec cuisant. Par contre, Vince décide de partir pour travailler hors zone, ce qui est un peu absurde là aussi car il suffit de débrancher la carte réseau sur ton ordi, non ? Ainsi, nous passons à la toute dernière partie, celle du train. La blonde a d'ailleurs trouvé un moyen beaucoup plus simple pour entrer dans ce train. Ah, je l'adore, oh là là. Je le dirai jamais assez, mais je l'adore. Moi j'avais pensé à une autre technique, tout simplement faire péter le train. Pas de train. Pas de train. Mais la technologie fonctionne vraiment quand le scénariste en a envie en fait. Tu vois, là t'as la voiture qui se conduit toute seule pour mettre sur son petit gag, mais il n'y a pas de hack de l'entité. C'est bizarre, non ? J'aime aussi cette explication de fin comme quoi c'est une création américaine qui s'est retournée contre eux. Là aussi sous lecture sur le fait que le plus grand ennemi aujourd'hui n'est pas forcément les pays extérieurs, mais leur propre création. Maintenant passons au saut à moto. Pour cette cascade, Tom Cruise s'est entraîné en sautant en parachute 500 fois à raison de 30 sauts par jour, ainsi que 13 000 fois à moto. D'abord sur un terrain de motocross, et ensuite depuis une rampe de lancement conçue spécialement pour préparer cette séquence en Angleterre. Pour ce qui est de la moto, Tom reste un expert, je pense à toute la séquence de course-poursuite dans Paris, ou même Oblivion, où dans cette cascade, ça s'est plutôt mal terminé. Après, voilà, c'est des chiffres, perso j'ai arrêté d'y croire, car à chaque fois, ils aiment bien balancer plein de chiffres mirobolants. Je veux bien croire que Tom a sauté autour de 500 fois en parachute durant toute sa vie, mais 13 000 sauts à moto, moi avoir des doutes. Comme pour toute Mission Impossible, c'est d'abord au tournage que ça se passe, avec toujours l'envie de faire le truc le plus fou possible. Ici, il y a plusieurs difficultés. La première est de faire en sorte de ne pas se casser la gueule avant le saut, bon ça tu t'en doutes. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il s'écarte suffisamment de la falaise, car il y a moyen que son parachute ne se déploie pas suffisamment pour lui éviter de revenir ricocher dessus. Deuxième problème, celui du saut. Il doit se positionner correctement et faire en sorte que la moto s'écarte suffisamment de lui. Pour ça, il y a eu un long entraînement en amont où ils ont construit la même rampe et ont analysé tous les sauts de Tom en temps réel en fonction de sa vitesse et de la vitesse du vent. Comme je te l'ai dit, le but principal était qu'il s'écarte suffisamment de la falaise. Pour ça qu'il s'allonge lorsqu'il lâche la moto, pour obtenir plus de portance que la moto et planer légèrement. Pour info, ils ont filmé sur une falaise en Norvège et la moto est une Honda CRF 450. So I don't hear myself scream. La difficulté principale de cette cascade est qu'il doit maîtriser plusieurs disciplines. La moto, le saut, puisque c'est un peu du base jump, et ensuite le maniement du parachute, qui est en fait du parapente maintenant que je le dis. La séquence sera ainsi filmée 6 fois sur une journée. Plusieurs fois avec 2 drones devant lui, car vaut mieux se prendre un drone dans la tronche qu'un hélico, qui lui restera derrière. Et pour finir, à chaque saut, c'est une moto sacrifiée qui s'écrase en bas. Ouais, pas cool. Revenons à la rampe qu'ils ont totalement effacée. Pusher. Et ça me fait poser une question. On parle souvent des fonds verts comme étant trop utilisés, comme étant une solution de facilité. Mais là, pour ce genre de cas, est-ce que c'est vraiment utile de mettre tout ça en place pour une séquence de 15 secondes ? Certes vraiment incroyable, mais pour lequel on aurait obtenu exactement le même résultat en studio. Est-ce que là, spécifiquement, on n'atteint pas les limites à l'utilité de filmer en réel ? Car en général, filmer du réel donne une plus-value indéniable. Je pense à la séquence de l'avion, avec ce plan vraiment génial et vraiment utile. Mais utile grâce à quoi ? Grâce au fait qu'on voit l'acteur de bout en bout subir la cascade et que les seules retouches images ont été de retirer les cordes. Alors que là, c'est quelqu'un qu'on voit de loin sauter à moto avec plusieurs plans. Personnellement, c'est la première fois que je me dis que c'était franchement pas utile de mettre tout ça en place pour un saut, certes incroyable, mais que je trouve trop rapide, filmé de loin et qui apporte en fait au film une plus-value négligeable. Alors que tout le marketing a été fait dessus. Comme pour Oppenheimer qui est sorti le même mois d'ailleurs. Toute la promo marketing était mise sur le fait que la bombe on l'a fait sans CGI et tout, et au final... Cette scène est noyée de CGI puisque tout ce qu'il y a autour de Tom a été recréé et que juste avant on a cette scène où on se doute bien que là aussi c'est du CGI.
Ah pardon, je me suis trompé de version. Voilà, c'est celle-là. Alors je salue la performance et l'envie de filmer du réel, mais j'ai du mal à y voir une plus-value certaine face à toute la préparation et le danger engendré pour filmer ça en réel. Le réalisateur a également dit qu'ils avaient filmé la scène le premier jour du tournage, car si quelque chose arrivait à Tom, ben au moins ils avaient déjà la partie la plus importante du film. Alors ouais, ça c'est la version officielle qui me fait rire. Non, c'est si on filme cette cascade le premier jour, c'est pour une raison beaucoup plus pragmatique. Si votre acteur principal meurt le premier jour, eh ben vous pouvez annuler entièrement le tournage, ça réduit les coûts. C'est pour ça qu'ils ont pris l'habitude de toujours tourner la cascade la plus dangereuse le premier jour dans les Missions Impossibles. C'est le business, hein, faut être pragmatique. Bon aussi j'avoue parce que ça permet d'avoir des mois de préparation avant. C'est vrai. Dernier petit truc. Tu te demandes sans doute pourquoi la rampe n'a pas été peinte en vert puisqu'ils savaient qu'ils allaient la faire disparaître. Eh bien en fait c'est très simple. Un fond vert, pour être efficace, doit être parfaitement éclairé de sorte à obtenir que la lumière soit bien répartie sur la totalité de la toile. Le but est d'obtenir à l'image une seule teinte de vert. Et forcément en extérieur, sur un plan aussi large, c'est galère d'obtenir ça. Donc, sachez qu'il y a un gars qui a été payé pour détourer à la main Tom et la moto, image par image. Le truc bien relou. Ah oui, et les roues sont fausses aussi car elles réagissent en fonction de l'environnement, oui. Là tu vas dire que je suis relou, c'est pas faux, mais j'aurais préféré qu'on s'attarde plus sur la partie en parachute qui je trouve est bien plus intéressante visuellement. Finalement, toute cette partie cascade passe trop vite, en particulier vu le fait que niveau marketing, ils ont bourriné là-dessus. Voilà, fin de la parenthèse cascade. Passons à toute la partie du train, vraiment excellente, avant de vous donner mon avis général qui est un peu plus mitigé. J'aime beaucoup cette partie avec le combat sur le toit, le crash, etc. C'est long mais c'est bien ficelé et avec Grace, ils font une très bonne équipe. Ok, j'ai dû m'être objectif car tout est très exagéré, comme le fait que la blonde arrive à le retenir alors qu'elle a toujours un couteau enfoncé dans la poitrine, mais bon, c'est pas grave, allez, ça reste un film. Tout comme le cri du méchant, ultime moment ridicule qui sort du chapeau, ça aussi, pour ça j'ai pas compris. Mais ça se finit par ce genre de plan superbe où l'on voit Tom utiliser un parapente et même atterrir directement. Et tiens, si tu veux rêver, j'ai une anecdote là-dessus, j'ai rencontré un gars qui bossait en Suisse, et qui habitait en France, donc tous les matins il avait 1 heure de bus pour aller à son boulot, mais là où il habitait c'était tout en bas de la vallée, donc quand il faisait beau, il prenait son parapente et il descendait dans la vallée pour atterrir dans son jardin. Trouve-moi une manière plus classe de rentrer du boulot. Moi ça me fait rêver, parce que moi je rentre du boulot en trottinette, c'est moins sophistiqué quoi. C'est ainsi que se finit ce 7ème Mission Impossible sur enfin une semi-réussite. Le film est émaillé d'échecs pour récupérer enfin cette clé et ils réussissent, mais au prix d'abandonner Grace et surtout de laisser s'échapper le méchant. Dans cette première partie, on retrouve beaucoup d'éléments du premier film. La conversation avec Kittredge, la mort du perso de son équipe, là aussi une femme, ou encore le combat sur le train avec un méchant utilisant lui aussi un couteau. Il y a une volonté de retour aux sources, tant au niveau de certaines péripéties que dans l'ambiance globale qui fait très années 90. Et ça, perso, grand point positif. Mais en finissant ce 7ème, je me suis dit, et si le réal n'avait pas déjà tout dit ? J'avais trouvé le 6 vraiment excellent, et lui aussi était construit un peu en 2 parties avec le 5, et il y avait ce sentiment qu'on n'arriverait pas à faire mieux à la fin du 6, tu vois. Il y a aussi ce problème, je trouve, qui est de construire un scénario autour des différentes cascades, comme si Tom Cruise utilisait la base filmique juste pour se donner des objectifs, qui sont vraiment incroyables et déments en termes de cascades, mais le 5 et le 6 avaient déjà tellement donné aussi là-dessus, que t'avais l'hélicoptère, retenir son souffle 6 minutes, la course-poursuite dans Paris, le saut en parachute, etc. Enfin bref, là je trouve que ça fait aussi un peu redondant. Ok, les missions impossibles, ça a toujours été, mais je trouve que dans ce set, et potentiellement dans le numéro 8, il y aura ce sentiment d'avoir des films de trop. Le 6 était excellent, et je trouve pas qu'on pourra faire mieux. Ok, les cascades sont folles, mais on demande plus que ça à un film. Et le 6 apportait déjà une très bonne finalité à nos héros et à l'histoire globale, non ? Après, ça n'empêche que je l'aime bien, y a pas de souci, ça reste un film de qualité qu'il faut avoir vu, mais je trouve qu'avec ce set, on a déjà trop étiré le concept. Un film ne peut pas se reposer uniquement sur des cascades folles, il faut être surpris. Et là, je trouve, ça marche plus car on a déjà trop joué avec le concept. On enchaîne aussi beaucoup trop les longues séquences d'action car finalement le film est une très longue suite de courses-poursuites, certes très bien faite, mais du coup on garde nos persos tels quels qu'on connaît bien. Il n'y a aucune évolution.
Tu prends chaque perso depuis leur première apparition, tu vois, même Luther dans le 1 et tout, et ben aucun n'a changé. Même Benji, il était arrivé dans le 3, et ben est-ce qu'il a changé? Hormis que maintenant, bah, il est beaucoup plus sur le terrain, franchement. Tout comme nos méchants qui deviennent des épouvantails, qui deviennent simplement un élément scénaristique permettant à Tom Cruise de faire des trucs dingues. Alors tout ça reste quand même extrêmement bien fait, évidemment, mais je trouve que ça manque cruellement d'évolution et d'éléments qui me surprennent. Quoi qu'il en soit, j'irai voir le 8 et je passerai sûrement un bon moment, et c'est le principal. Et je vous en parlerai. Allez, bisous.